les faces cachées du climat. Les enjeux climatiques et environnementaux sont de plus en plus présents dans l'actualité et dans notre quotidien. On en parle, mais les mêmes mots, les mêmes images reviennent encore et encore. Réchauffement, ours polaires, fonte des glaces, mort des coraux, montée des eaux. Des mots qui, à force d'être ressassés, détournent petit à petit notre attention de ces sujets pourtant cruciaux et laissent bon nombre d'autres thèmes essentiels dans l'ombre de la conscience collective. L'idée de ce podcast est de passer derrière ce rideau de notions rabâchées et à la lumière des dernières connaissances scientifiques, de découvrir d'autres réalités environnementales, concrètes, vivantes, subtiles et pourtant le plus souvent largement méconnues du grand public. Je m'appelle Sarah Perrin et je suis rédactrice scientifique. Cette série est réalisée dans le cadre des podcasts EPFL. Dans ce premier épisode, nous partons à la découverte d'un acteur végétal primordial, le phytoplancton. Le phytoplancton est invisible à l'œil nu. C'est peut-être pour ça que dans nos esprits, il est un peu le grand oublié du vivant. Peu nombreux sont celles et ceux d'entre nous qui savent ce qu'il est, peuvent en parler ou le décrire, alors qu'en réalité, il nous est indispensable et à plusieurs égards. Et oui, de lui dépend une bonne partie de la vie sur Terre. Tout d'abord, le phytoplancton, c'est quoi ? Natacha Tofield-Pache, directrice opérationnelle du Centre de limnologie de l'EPFL, nous l'explique. Alors le phytoplancton, vous pouvez l'imaginer comme les plantes sur la Terre qui utilisent la photosynthèse pour croître dans les lacs ou dans les océans. C'est des microalgues qui flottent dans l'eau et qui utilisent la lumière pour faire la photosynthèse. Quand on parle d'algues, je pense que les gens ils pensent tout de suite plutôt à les algues qu'on voit donc quand on nage, qu'on touche. En fait, ça s'appelle les macrophytes, donc les plantes aquatiques. Donc elles vivent dans les zones qui sont peu profondes parce qu'il faut que la lumière puisse arriver jusqu'au fond. Tandis que le phytoplancton, ils ne sont pas attachés au fond, c'est des microalgues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Il faut vraiment les prendre et puis les regarder au microscope pour pouvoir les voir. Donc ils sont vraiment partout dans les eaux ouvertes. Le phytoplancton, c'est donc un monde végétal qui prolifère à la surface de tous les plans d'eau. Il est formé de milliards d'algues microscopiques, généralement unicellulaires, restant en suspension dans les premiers mètres de la colonne d'eau. On ne le voit pas, et c'est dommage, parce qu'il est souvent magnifique. Parfois transparent ou luminescent, il offre une variété infinie de couleurs, de formes et de mouvements, certains se déplaçant grâce à de fins cils graciles ondulants comme de la dentelle vivante. Le phytoplancton est à ne pas confondre avec le zooplancton, qui est, lui, de nature animale, comme l'explique Bastiaan Ibelings, professeur d'écologie microbienne à l'Université de Genève, avec qui nous sommes allés sur la plateforme L'Explore, un laboratoire flottant installé au large de Puyi, près de Lausanne. C'est vrai, il y a une distinction entre le phyto et le zooplancton. Le phyto, ça veut dire sont les plantes d'une taille microscopique qui sont très abondantes dans les lacs, comme le léman. Et le zooplancton sont les petits animaux comme les pousses d'eau, le daphnie, qui mangent du phytoplancton. Le phytoplancton, c'est un groupe divers. Au niveau de l'origine évolutionnaire, il y a pas mal de groupes avec des racines différentes dans l'évolution de la vie.
On pense à peu près 20 000 espèces différentes et il y a une distinction claire. On a des espèces qui sont bien adaptées aux des conditions dans les océans, autres des lacs. On a des grands groupes comme les algues vertes, les algues bleu-vertes, aussi connues comme les cyanobactéries. Les diatomées sont des algues qui utilisent la silice. En chaque groupe, on a dizaines d'espèces différentes qui sont présentes dans les lacs et dans les océans. On sait maintenant de quoi est composé le phytoplancton. Mais en quoi de si petits organismes végétaux sont-ils tellement importants ? Quel rôle jouent-ils pour être si cruciaux au maintien d'un climat stable et à la vie sur Terre ? Natacha Pache nous rappelle qu'on doit à ces petites algues tout simplement en partie le fait de pouvoir respirer. Je crois qu'on peut imaginer le phytoplancton comme le poumon de la Terre. On pense toujours que c'est l'Amazonie et les forêts, mais en fait, les phytoplanctons, c'était les premiers organismes qui ont permis, à partir du CO2, de créer de l'oxygène et donc de permettre la vie sur la Terre. Actuellement aussi, ils produisent beaucoup d'oxygène dans l'eau qui après est transmis dans l'atmosphère. Donc, ils sont indispensables pour la vie. La présence d'oxygène dans notre atmosphère est un processus complexe qui s'inscrit dans un temps long. On retrouve Bastiaan Ibelings. Il y a longtemps, à peu près 3 milliards d'années, les cyanobactéries ont inventé la capacité de faire de la photosynthèse. Ils utilisent les molécules de l'eau comme source des électrons pour faire ce processus de photosynthèse. Un des produits qui reste, c'est l'oxygène. C'est presque par hasard que l'oxygène est produit dans ce processus de photosynthèse. À peu près la moitié de l'oxygène qui est produit, ça c'est le résultat de phytoplancton. Mais ce n'est pas tout. En plus de produire 50% de notre oxygène, le phytoplancton est également une source de nourriture pour de très nombreuses espèces. Sans lui, pas de vie marine, comme nous le décrit Natacha Pache. Le phytoplancton, c'est la base de la pyramide alimentaire. Donc, ils sont capables de transformer du carbone inorganique en carbone organique et qui est après disponible pour nourrir le zooplancton qui est mangé par les autres poissons et d'autres poissons plus grands. Donc, c'est vraiment important parce que c'est la base de toute la vie dans les océans, dans les lacs. Le phytoplancton est tout petit, mais d'une immense importance pour notre environnement. Essentiel pour la production d'oxygène, à la base de la chaîne alimentaire et donc garant de la survie d'innombrables espèces, et jouant un rôle majeur dans le cycle du carbone et donc dans la mécanique climatique. Le cycle du carbone, c'est le cycle par lequel le carbone circule sur la planète, s'échangeant entre l'atmosphère, l'hydrosphère, soit toutes les étendues liquides, la biosphère, qui comprend tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les plantes et les animaux, et enfin également la lithosphère, qui recoupe tout ce qui est terre et roche. Ce cycle, on le sait, est modifié par les activités humaines et principalement par l'extraction et l'exploitation à large échelle des combustibles fossiles comme le pétrole et le charbon, séquestrés dans les sols depuis des millions d'années. La combustion de ces matières, pour nos besoins en énergie, les transforme en gaz, le fameux CO2 ou dioxyde de carbone, qui s'accumule ensuite dans la haute atmosphère, piège la chaleur, accentuant ainsi l'effet de serre et le changement climatique. Or, dans ce cycle, le phytoplancton joue un rôle non négligeable en capturant une partie de ce CO2. Le phytoplancton est un acteur majeur du système de pompage de carbone que l'on observe dans les océans aujourd'hui et qui font que les océans sont des régulateurs du climat. Marie-Élodie Perga, spécialiste des impacts des activités humaines sur la biochimie des écosystèmes aquatiques et lacustres, professeure associée à l'Institut des dynamiques terrestres de l'Université de Lausanne. Dans l'océan, le phytoplancton fixe ou utilise le CO2 qui est dissous à la surface pour fabriquer cette matière végétale dont une partie n'est pas consommée ou en tout cas sédimente au fond des océans ou plonge au fond des océans. Et une fois qu'elle est dans les parties les plus profondes de l'océan, une partie de ce carbone est séquestrée pendant des centaines, voire des milliers d'années. On estime qu'à peu près 30% des émissions humaines de CO2 ont été capturées par les océans et à peu près 20% de ces 30% ont été capturés par cette pompe que l'on dit biologique. La contrepartie de cette pompe biologique, c'est la pompe physique
qui est celle par laquelle le dioxyde de carbone atmosphérique se dissout dans les eaux froides, en particulier dans les eaux des pôles. Et ces eaux qui sont chargées en dioxyde de carbone, mais surtout en bicarbonate, plongent parce qu'elles sont beaucoup plus denses au niveau des pôles. Et c'est cette pompe physique qui entraîne une partie des eaux très chargées en carbone vers le fond, où elles sont aussi séquestrées pendant des centaines, voire des milliers d'années. Toutefois, ces recherches les plus récentes ont montré que la dynamique n'est pas la même selon les systèmes aquatiques. Si les océans sont clairement des puits de carbone, les lacs sont, eux, plutôt des sources, c'est-à-dire qu'ils émettent plus de CO2 qu'ils n'en absorbent. Qu'est-ce qui explique cette différence ? En soi, le mécanisme de la photosynthèse, il est le même en océan ou en lac. Bien sûr, les espèces seront différentes, mais c'est pas le fonctionnement du phytoplancton qui est différent et qui explique ce pourquoi les océans sont plutôt des pompes et les lacs sont plutôt des sources. La différence dans les lacs, c'est qu'un lac, lui, il se retourne régulièrement. C'est-à-dire que les eaux profondes sont remises à la surface régulièrement. Dans ces eaux profondes, cette matière organique, que ce soit dans les océans ou dans les lacs, elle est dégradée par les microbes. Il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de photosynthèse, il ne reste plus que la respiration. Et la respiration, c'est le processus inverse de la photosynthèse, par lequel la matière organique est dégradée pour reformer du dioxyde de carbone. Dans les océans, ça se produit en profondeur, mais cette eau profonde reste profonde. Dans les lacs, ça se produit en profondeur, et très régulièrement, cette eau profonde est remise à la surface. Toutes les années en hiver, c'est le moment où les eaux se retournent, on fait remonter cette eau beaucoup plus chargée en dioxyde de carbone. Donc c'est le moment où le lac agit comme un véritable émetteur de CO2 très puissant, en particulier au mois de février-mars. On estime que globalement, le lac, il émet chaque année l'équivalent de ce qu'émet le transport automobile de la ville de Lausanne. Ces données, qui devraient donc permettre d'affiner les modèles climatiques, sont d'autant plus importantes que certaines études auraient constaté une diminution inquiétante du phytoplancton dans les océans. Elle serait due notamment à l'augmentation du CO2 dans les eaux, qui a pour effet de les rendre plus acides. Et cette acidité rend plus difficile aux nombreuses espèces de microalgues dotées d'une coque en calcaire de la former. Les lacs ne connaissent pas ce problème d'acidification parce qu'ils sont déjà naturellement plus chargés en CO2. Mais quels sont les risques de cette diminution du phytoplancton dans les océans pour l'équilibre du cycle du carbone et du climat ? Nous retrouvons Marie-Élodie Perga. Dans les océans, c'est un enjeu très très fort d'essayer d'évaluer justement qu'est-ce qu'on perdrait comme capacité de pompage du CO2 avec cette modification du phytoplancton. Il y a en tout cas le risque que cette pompe biologique elle soit moins active. Pour ce qui est des lacs, on sait que plus un lac est productif, plus il aura tendance à émettre du CO2, voire du méthane, ce qui est beaucoup plus dangereux puisque le potentiel réchauffant du méthane est encore plus fort. Ce qui se produit dans les océans et dans les eaux de surface, qui inclut les rivières, les lacs, les zones humides, les eaux souterraines, en termes de carbone maintenant, illustre très bien ce qu'on appelle ces rétroactions négatives que l'on voit avec les effets climatiques, c'est-à-dire que le changement du climat, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, tend à créer des processus qui renforcent cette augmentation même du CO2. Créant ainsi ces effets de bascule ou ces tipping points dont on a si peur en termes de climat, cette irréversibilité des processus. En plus de ces modifications et processus à grande échelle, les scientifiques sont aussi attentifs aux déséquilibres ponctuels que l'évolution des conditions climatiques peut générer dans les populations de microalgues, telles que la prolifération d'espèces toxiques, les cyanobactéries par exemple, qu'on a déjà vu se produire ces dernières années dans des lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel. C'est Bastiani Bellings qui nous en parle. Les cyanobactéries sont connues aussi sous le nom algues bleu-vert, mais aussi dans l'élément, on a des cyanobactéries rouges. Pas mal des espèces de cyanobactéries produisent des toxines de foie, les neurotoxines, du coup ils sont dangereux pour l'utilisation des lacs, comme par exemple la production de l'eau potable ou pour les loisirs. Mais il y a aussi des risques pour l'écosystème, vu que les toxines sont produites par les phytoplanctons qui font la base des réseaux trophiques. Et les cyanobactéries aiment bien les conditions stables,
sans trop de processus de mélange par le vent, par exemple, et il aime bien les conditions chaudes, la température élevée. Et les deux sont des conditions qui sont en train d'arriver avec le réchauffement climatique. Et finalement, ce n'est pas seulement les cyanobactéries qui peuvent causer des problèmes. L'année dernière, en septembre, on a eu une grande effleurance d'une autre espèce, Uroglena. Ce n'est pas une espèce toxique, mais on a eu une grande perte de la transparence du lac en juste quelques jours, avec les odeurs qui ne sont pas trop agréables. Encore, c'est un risque dans le futur. Il y a des périodes avec l'effleurance des espèces, pas forcément toxiques, mais nuisibles, qui font une interdiction pour l'utilisation propre de lac. Pour mieux comprendre le fonctionnement et l'impact environnemental du lac Léman, près d'une trentaine de recherches différentes touchant la physique, la chimie et la biologie de ce vaste écosystème lacustre sont menées sur la plateforme L'Explore. Plusieurs d'entre elles étudient directement le phytoplancton, notamment grâce à un outil que nous décrivent Bastiaan Ibelings puis Natasha Pasch. Oui, le son maintenant, c'est le Depth Profiling System. Ça fait partie des cytomètres de flux. Vu que le Léman, c'est un lac profond, que chaque profondeur différente, on a des espèces différentes. C'est simplement un tuyau qui est contrôlé par un ordinateur qui prend des échantillons chaque mètre. Du coup, ça arrête. Chaque mètre, il y a une pompe pour pomper de l'eau du lac de cette profondeur pour arriver dans la machine. Le cytomètre de flux, c'est une machine avec quelques lasers. Pour chaque profondeur, on prend 60 000 cellules différentes de phytoplancton qui sont analysées par les lasers dans le cytomètre de flux. Il y a pas mal de paramètres qui sont collectionnés pour faire une distinction entre les espèces différentes. Aussi, la machine a aussi une caméra pour prendre les photos, pour aider avec l'identification des espèces différentes. En principe, 3 fois par jour, nous faisons un profil complet de phytoplancton dans le lac. L'instrument va mesurer le nombre de particules, la taille, la forme, et puis après il y a plusieurs lumières et fluorescences qui sont mesurées, et donc on peut évaluer les pigments qu'il y a dans les algues. Et suivant la répartition des pigments, on peut savoir quel type de phytoplancton on a. Et vraiment ça c'est quelque chose qui manquait, parce que le phytoplancton il peut apparaître et disparaître en quelques jours. Donc si on va mesurer tous les 2 semaines en été et 1 fois par mois en hiver, on va rater la prolifération d'algues et donc pas comprendre quel est le processus qui l'a déclenché. Donc avec les données de l'Explore à haute fréquence, on espère pouvoir répondre à ces questions de qu'est-ce qui déclenche une prolifération d'algues et de mieux comprendre les conditions optimales pour chaque type de phytoplancton. Ça veut dire qu'il faut rentrer au port. C'est plus rapide qu'1 fois par seconde, donc c'est un gros orage qui arrive. Ce jour-là, nous avons dû quitter l'Explore un peu rapidement. L'orage menaçait et à quai, les phares nous demandaient de rentrer au port. Des nuages d'incertitude planent également sur l'avenir climatique de la Terre. Saurons-nous protéger ces équilibres subtils qui nous ont permis de vivre jusque-là dans un climat stable ? Je vous invite à poursuivre ces réflexions et le voyage en allant visiter le site de l'Explore sur l'exploreenunmot.info ainsi que celui des Chroniques du Plancton, une plateforme réalisée par des chercheurs et journalistes canadiens qui recensent et documentent les différentes espèces de phyto- et de zooplancton. L'occasion de découvrir, au travers d'images et de vidéos toutes plus étonnantes les unes que les autres, un monde largement méconnu et pourtant tellement indispensable.